L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres du journal. Déjà 1000 jours de détention pour les 4 otages français enlevés au Niger. De nombreuses manifestations ont eu lieu en France pour réclamer leur libération. L'une des familles a même décidé de porter plainte contre Areva pour mise en danger de la vie d'autrui. La Syrie au centre d'une réunion à Doha au Qatar. La question de la livraison ou non d'armement à la rébellion a dominé les débats. En Inde, la colère des habitants de l'Himalaya après les pluies torrentielles qui ont causé la mort de plus de 500 personnes. Ils accusent le gouvernement local de vouloir sauver les temples que les hommes. Voilà pour le sommaire. C'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal avec ce réaménagement gouvernemental. Ainsi, le ministre de l'économie et des finances, Tiena Koulibaly, permet avec celui chargé du commerce et de l'industrie, Abdul Karim Konaté, le ministre des Maliens de l'extérieur, Maître Demba Traoré, se voit désormais confier le portefeuille de la fonction publique et du travail. Le titulaire de ce poste, Mamadou Namouri Traoré, est désormais en charge de l'action humanitaire et de la solidarité. Voilà, quant à l'ancien ministre délégué au budget, Marimpa Samoura, il hérite désormais du département des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Tout autre chose à présent, faire découvrir au monde entier les potentialités culturelles du Rwanda, c'est l'objectif que vient de s'assigner le gouvernement à travers l'organisation d'une caravane lancée vendredi, 3 jours durant. Les caravaniers iront à la découverte de nombreux sites touristiques du pays. Pour en parler, nous avons en ligne du Rwanda notre envoyé spécial, Djibril Maïga. Bonsoir. Bonsoir, Kontia. Alors, Djibrila, cette deuxième journée est consacrée aux nominations des bébés gorilles. De quoi s'agit-il exactement? Cette journée a commencé par un briefing des caravaniers à l'hôtel Mouaboura de Ruwengeri avant de prendre la direction de Kinigi. Le village de Kinigi est situé à 20 minutes de Ruwengeri, juste à côté du parc national des volcans. C'est cette localité qui accueille chaque année la cérémonie de baptême des bébés gorilles, l'un des temps forts de ce rendez-vous touristique et culturel. Il s'agit de la caravane Kuta Izina qui est à sa 9e édition. L'invité d'honneur de cette cérémonie de nomination des bébés gorilles est le Premier ministre rwandais Pierre Damien Aboumou Rémy. Il convient aussi de préciser que plusieurs célébrités ont pris part à cet événement, dont des acteurs de Nollywood du Nigeria, de Hollywood aux États-Unis également, en la personne de Denzel Washington que j'ai interviewé ce matin et qui m'a dit que cette cérémonie de bébés gorilles est exceptionnelle et vaut le coup d'un déplacement où que l'on se trouve. Il faut aussi rappeler que les sonorités traditionnelles et modernes du Rwanda ont également comblé toutes les attentes car le public est venu de tout le pays. Et pour terminer, Kolsia, les caravaniers assisteront ce soir à la deuxième partie de The Crazy Night of Gorillaz, la nuit folle des gorilles. Voilà l'événement qui a marqué cette journée de la caravane Kuta Izina ici au Rwanda. Djibrila Maïga en direct du Rwanda. Djibrila, merci pour toutes ces précisions. Merci Kolsia et bien des choses. Nous restons toujours au Rwanda avec cette bonne nouvelle qui vient du pays des 1000 collines. Africable Télévision sera diffusée en clair dans le réseau TNT national du Rwanda à compter du lundi prochain. 24 juin 2013, une bonne nouvelle étant donné que la chaîne du continent souffle ses 9 bougies ce même lundi 24 juin 2013. Je vous l'annonçais dans les titres, cela fait 1000 jours que les 4 otages français enlevés à Arlit dans le nord du Niger sont prisonniers d'Aqmi, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. De nombreuses manifestations ont lieu un peu partout en France.
Les familles ne cachent pas leur lassitude et s'interrogent sur l'action des autorités françaises. Et l'une d'elles a même porté plainte contre Areva pour mise en danger de la vie d'autrui. 1000 jours de détention, 1000 jours d'attente et d'inquiétude pour les proches des 4 otages français enlevés au Niger. Thierry Dolle, Pierre Legrand, Daniel Laribe et Marc Ferret. Les proches de Pierre Legrand se sont rassemblés à Nantes ce matin. Ils dénoncent la lenteur des pouvoirs publics dans les négociations pour leur libération. C'est juste l'expression du ras-le-bol. C'est que 1000 jours, 2 ans et demi, 3 ans que nous on n'a pas vu Pierre parce qu'il était parti avant. On n'en peut plus, ils n'en peuvent plus là-bas. Donc il y a une vraie urgence à faire quelque chose, quoi. Mais nous sommes fatigués, exténués et nous sommes dans la résistance. Et nous ne céderons pas. Il faut que les otages reviennent vite, avant qu'il n'arrive malheur à l'un d'entre eux. Le frère et le père de Pierre Legrand, eux, vont plus loin. Avec leur avocat, ils portent plainte pour dénoncer de possibles manquements à la sécurité de la part de l'employeur des otages, Areva. La responsabilité des entreprises dans cette affaire, elle est tout de même pointée du doigt depuis l'origine des enlèvements. Or, rien n'a été fait ni au niveau de l'État pour avoir des explications sur ces dysfonctionnements. À Paris, Françoise Laribe, ex-otage, libérée en 2011, mais dont le mari est toujours retenu, a elle aussi exprimé sa lassitude. On nous dit qu'ils sont vivants, mais nous savons qu'ils survivent. Seule une partie de la famille Legrand a porté plainte, les autres proches des otages ne le souhaitent pas pour le moment. Des familles divisées sur les moyens d'action, mais unies dans la même volonté de les voir libérés. En bref, l'Afrique du Sud retient toujours son souffle. Nelson Mandela, hospitalisé depuis maintenant 3 semaines pour une infection pulmonaire, est toujours dans un état sérieux mais stable, a annoncé la présidence sud-africaine. Autre titre de l'actualité de ce samedi avec cette réunion du groupe des amis de la Syrie à Doha au Qatar. Les 11 ministres des Affaires étrangères sont d'accord pour l'envoi d'une aide à la rébellion syrienne. Mais de quelle aide la rébellion syrienne a-t-elle besoin? Est-ce de l'aide diplomatique ou militaire? La question divise, même si le Qatar, lui, se penche plutôt vers l'envoi d'armes aux rebelles. Les rebelles syriens disaient ne pas attendre grand-chose de cette énième rencontre des amis de la Syrie. Pourtant, dès leur arrivée, les 11 chefs de la diplomatie réunis au Qatar ont assuré qu'ils voulaient cette fois aller plus loin. Cette réunion nous permet aujourd'hui de renforcer et de mieux coordonner le soutien à l'opposition syrienne, politique et militaire. L'objectif étant de renverser l'équilibre sur le terrain et de permettre la tenue d'une conférence internationale à Genève. D'accord pour une nouvelle conférence à Genève, répond le Premier ministre du Qatar. Encore faut-il que toutes les parties au conflit en Syrie acceptent d'y participer. Et selon Doha, il n'y a qu'une seule façon de forcer le régime al-Assad à négocier. Il faut armer les rebelles. Cela ne suffit pas de soutenir moralement le peuple syrien. La force est parfois nécessaire pour faire régner la justice. L'approvisionnement des rebelles en armes pourrait être le seul moyen de rétablir la paix. Au final, les amis du Qatar semblent s'être mis d'accord sur une aide urgente en matériel et en équipement, formulation assez vague pour que chaque pays choisisse son approche. La France, par exemple, par la voix de son chef de la diplomatie, Laurent Fabius, a annoncé avoir fait parvenir aux rebelles des antidotes pour faire face aux attaques chimiques du régime. Mais comme ses homologues européens, Paris ne souhaite pas livrer d'armes lourdes à la rébellion, de peur qu'elle ne tombe aux mains d'extrémistes. Pour autant, l'opposition syrienne a indiqué ce samedi avoir reçu une importante livraison d'armes, un matériel qui, selon elle, pourrait aider à inverser le rapport de force sur le terrain. Les suites de l'affaire Prism, le jeune américain à l'origine du scandale a été inculpé pour espionnage aux États-Unis. L'ex-consultant de la NSA, aujourd'hui réfugié à Hong Kong, est accusé d'avoir divulgué des programmes de surveillance et de communication. De sa cachette secrète, on se demande comment Edward Snowden a appris la nouvelle. Réfugié à Hong Kong depuis un mois, l'informaticien américain vient d'être inculpé par la justice de son pays pour vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux, autrement dit d'espionnage. À l'origine des fuites il y a 2 semaines sur les programmes américains de surveillance des communications, l'ex-agent des services secrets risque 10 ans de prison. Les États-Unis ont demandé aux autorités de Hong Kong de l'interpeller en vue de son extradition. Je n'ai pas à commenter les demandes de gouvernement. Selon le système actuel de Hong Kong, si une juridiction qui a signé un traité d'entraide judiciaire a émis une demande, le gouvernement de Hong Kong doit la traiter conformément à nos lois en vigueur.
Un traité d'extradition entre le territoire autonome chinois et les États-Unis est normalement en vigueur, mais la Chine a le droit d'opposer son veto, ce qui promet une bataille diplomatique entre Washington et Pékin. En tout cas, pour les Hongkongais, les avis sur le sort de l'espion venu de l'Ouest sont partagés. S'il demande l'asile politique, d'un point de vue humain, nous devons le protéger. Nous devrions l'extrader. Quand il est entré dans cette organisation aussi sensible, il a dû faire des promesses, alors qu'aujourd'hui il a rompu son engagement. Selon un tabloïd hongkongais, Edward Snowden serait placé sous protection policière. Edward Snowden, traître pour les uns, héros pour les autres, comme le site Wikileaks qui a proposé au jeune homme un vol pour se réfugier en Islande. Après le gouvernement américain, l'ancien consultant pourrait se faire d'autres pays ennemis. Dans un récent entretien dans le journal anglais The Guardian, Snowden affirme, document à l'appui, que le service d'écoute britannique est pire que celui de la NSA, son ancien employeur américain. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, tente de calmer les esprits après 10 jours de manifestations. Elle a pris l'engagement d'améliorer le service public, mais le ras-le-bol des populations est plus profond qu'elle ne l'imagine. On la disait perdue face à l'ampleur des manifestations, prise de court et paralysée. Dans son intervention télévisée, Dilma Rousseff a tenté de reprendre les choses en main. Elle a proposé un pacte national pour l'amélioration des services publics et défendu les dépenses liées à la Coupe du Monde 2014. Je ne permettrai jamais que les dépenses de la Coupe du Monde soient imputées au budget fédéral et mettent en danger des secteurs prioritaires comme la santé et l'éducation. En réalité, nous avons augmenté nos dépenses pour ces secteurs de façon significative et nous allons continuer à les augmenter. Depuis une dizaine de jours, le Brésil vit au rythme des manifestations. Celles de jeudi ont réuni plus d'1 million de personnes. En réponse, Dilma Rousseff a promis d'investir les revenus du pétrole dans l'éducation et de créer un plan national dans les transports. Je pense que les gens ont été un peu endormis ces 20 dernières années. Là, c'était le bon moment pour manifester et essayer d'obtenir un peu plus. Si nous avons de l'argent pour construire de beaux stades, nous avons de l'argent pour la santé et l'éducation, pour mieux gérer le pays, tout simplement. Vendredi, les Brésiliens sont à nouveau descendus dans la rue. Des manifestations moins importantes que la veille, mais encore une fois suivies de débordements. La présidente brésilienne a annoncé qu'elle serait intraitable sur les violences. Elle a promis en outre qu'elle allait recevoir les représentants des manifestations pacifiques. Ces nouveaux bilans à présent en Inde après les pluies torrentielles qui ont frappé l'Himalaya. Au moins 550 personnes sont mortes dans les glissements des terrains ou emportées par les eaux et la colère monte. La population accuse le gouvernement d'avoir davantage voulu protéger les temples que les hommes. Emporté par la force du courant, cet âne, aidé par ses villageois, tente de rejoindre la rive. Cette fois, il aura la vie sauve. Un animal sauvé des eaux, comme ces centaines de rescapés victimes de la mousson précoce dans l'état de l'Uttarakhand. Une zone montagneuse et escarpée. Tous ici attendent le seul salut possible venu du ciel grâce aux hélicoptères de l'armée. Les soldats de l'armée nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont sauvé la vie. Depuis la catastrophe, 10 000 soldats sont venus en renfort. Environ 60 000 Indiens seraient actuellement dans des camps provisoires en attendant d'être évacués. Et ici, le ton commence à monter. Nous dénonçons tout le gouvernement de l'Uttarakhand pour son attitude nonchalante envers ceux qui sont coincés à Badrinath, car ils ont focalisé leur attention sur Kedarnath. Ça fait 8 jours que les gens sont coincés ici et ils font la queue. On n'a pas accès à l'eau ni à la nourriture, il n'y a même pas de moyens de transport pour nous emmener loin d'ici. Des réfugiés qui dénoncent selon eux les mauvaises priorités du gouvernement local, notamment l'inquiétude pour les nombreux temples et sanctuaires au lieu de villégiature de cette région au pied de l'Himalaya. Exemple le temple de Kedarnath, encore debout, ici à l'entrée des pèlerins et des touristes qui n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Le village, lui, a été balayé par les torrents d'eau boue. Les autorités fédérales assurent quant à elles faire leur possible pour emmener les rescapés en lieu sûr. Culture, littérature avec le lancement ce samedi à Bamako du livre du Malien Daouda Sila. Dans cet ouvrage de 300 pages, il relate son parcours exceptionnel de 1933 à nos jours. Des précisions dans ce reportage de Diakadi Diatangara et Cheikh Tidiane Koulibaly.
À 80 ans, Dr Daouda Sylla est un retraité qui se sert de sa plume pour donner l'envie de la lecture aux jeunes. Auteur de Tamba, l'enfant du village, ce livre raconte le parcours d'un enfant arraché à ses études coraniques imposées par son père au profit de l'école française. Un fait qui lui permettra de découvrir le monde entier et de réaliser ses rêves. M'a été inspiré surtout par des amis au cours de ma carrière. Alors, vous savez, depuis l'enfance, en entrant à l'école, et comme j'ai dit, c'est le destin qui m'a amené à être là. Alors, vous verrez dans le livre le résumé et tout cela. En tout cas, je suis heureux de vous voir tous. Et j'ai pris Dieu qui vous accorde la grâce et qu'il accorde à notre pays le bonheur et tout ce que nous désirons. Membre de l'Association des anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies, Dr Sylla a représenté son pays, le Mali, dans plusieurs organisations internationales, d'où le soutien du gouvernement malien. Merci pour avoir partagé votre parcours, votre itinéraire, votre vision, votre conviction avec nous à travers ce livre. Mais vous comprendrez bien qu'en présence de ces célébrités, de ces sommités, mon rôle n'est pas de parler, mais d'apprendre. Je préfère apprendre. Cette cérémonie de lancement du livre Tamba, l'enfant du village, a pris fin par des dédicaces et une remise symbolique du prix d'excellence à l'auteur pour sa contribution au développement du Mali. Un prix décerné par l'IHM. Et on se quitte en musique avec le festival Gnawa au Maroc, un festival où les rythmes traditionnels se mêlent aux sonorités modernes et au final ce mélange exceptionnel à l'image de cette fusion entre un groupe zimbabwéen et des musiciens belges. Mokumba, la vibration du Zambèze, les révélations du Zimbabwe en mode flânerie et détente dans les ruelles de l'ancienne cité portugaise, bien loin de leur township pauvre près des chutes Victoria, une zone riche en culture musicale et qui donne ici à voir une afrofusion délurée et étonnante. Notre ville est frontalière avec la Zambie, l'Angola, le Malawi, le Botswana et l'Afrique du Sud. On a pensé faire une fusion avec notre propre culture Tonga et notre musique. Toute la musique que nous avons là-bas, toute cette variété peut ainsi créer des ponts dans notre musique pour en faciliter l'accès aux jeunes et aux moins jeunes. Et pourtant, les débuts sont difficiles. Peu d'instruments sous la main, mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. 2 albums plus tard et une tournée dans une vingtaine de pays, Mokumba grandit et s'agrandit, avec 3 musiciens belges, tous conquis. On sent qu'ils ont leur musique traditionnelle bien ancrée, bien en eux. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a déjà pas vraiment en Europe, en fait. En tout cas, en Belgique, on n'est pas un peuple de musiciens. Donc là, on voit qu'ils ont ça et qu'en même temps, ils ont écouté du raga, du reggae, du funk, du hip-hop. Et donc, il y a tout ce mix qui est sorti et qui donne Mokumba aujourd'hui. Sur scène, c'est donc une énergie folle, des rythmes tournoyants et un vertige assuré dans la nuit des Savoirs. Voilà qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur